Les symptômes de la maladie du rachis cervical s'expriment de la manière suivante. C'est des céphalées, des maux de tête que le sujet ressent et habituellement des céphalées qui sont postérieures. À côté de cela, on peut avoir des cervicalgies, c'est-à-dire des douleurs le long du cou. Et parfois, on peut avoir ces cervicalgies avec des irradiations de la douleur dans les membres supérieurs. On peut avoir une faiblesse de la force musculaire, aussi bien dans les membres supérieurs que dans les membres inférieurs. On peut avoir des troubles sphinctériens, c'est-à-dire une difficulté pour le sujet atteint d'uriner ou de déféquer, ou alors plutôt une incontinence urinaire ou anale. Donc voilà un peu en gros l'ensemble des symptômes que présente un sujet atteint de la maladie du rachis cervical. L'opération du rachis cervical la plus courante, c'est la discectomie cervicale antérieure, très souvent. Quand la lésion concerne un étage ou deux, habituellement dans le cas de la hernie discale cervicale, alors on fait ce qu'on appelle une discectomie cervicale antérieure, complétée d'une arthrodèse pour stabiliser le rachis. Mais il y a d'autres cas de pathologie, comme les myélopathies par cervicarthrose, qui très souvent concernent plusieurs étages, parfois plus de 2-3 étages. On peut être amené à faire ce qu'on appelle une laminectomie cervicale. Les étapes de la chirurgie du rachis par voie antérieure. Le chirurgien repère tout d'abord le disque malade par des instruments radiologiques, qui est l'amplificateur de brillance. Ensuite, le chirurgien réalise une incision au niveau du cou à la face intérieure, centrée sur la zone à atteindre. Et donc, le chirurgien va donc passer entre les vaisseaux du cou et l'axe digestif, utiliser ce corridor naturel pour atteindre la face antérieure du rachis cervical et le site de l'opération. Ensuite, il va se servir d'un microscope électronique pour réaliser ce qu'on appelle la dissectomie. C'est une intervention qui dure en moyenne 1 heure, un peu plus. La cicatrice est de 5 cm environ. La cicatrice opératoire est 5 cm environ. Et la fermeture se fait à l'aide d'un fil résorbable. Et un drain est mis en place qui est enlevé 2 jours après l'opération. Donc voilà en gros comment se passe cette intervention. Après cette intervention, la durée d'hospitalisation est en moyenne de 5 jours. Donc le patient est à nouveau tout à fait normal et il a une période de convalescence de quelques semaines, le temps de faire ses pansements le temps de faire les pansements jusqu'à la cicatrisation complète de la plaie. Et on observe un arrêt de travail d'environ 3 mois parce que durant tout ce temps, le sujet devrait s'absenter de certains efforts physiques. Aussi, le sujet devrait éviter de réaliser des mouvements brusques avec la tête et le cou. Donc, par rapport à ça, et le temps de permettre aussi que la cicatrisation interne soit complète, nous donnons un repos médical d'environ 3 mois au malade. Mais sinon, pendant ces 3 mois, c'est un malade qui va tout à fait bien, c'est un malade qui est tout à fait normal, mais simplement pour l'empêcher
d'être face aux efforts physiques intenses. Voilà pourquoi on demande au sujet d'observer ce temps de repos. Les risques d'une opération du rachis cervical, c'est vrai qu'on peut avoir la tétraplégie, c'est-à-dire la paralysie des 4 membres. On peut avoir une lésion vasculaire, puisque nous passons à travers les gros vaisseaux du cou. On peut avoir une infection post-opératoire. Encore qu'il faut noter que pour un chirurgien très averti et habitué, un chirurgien qui a la routine de, de, de cet acte, ces risques sont très minimisés. Les risques sont très minimisés. Et donc, c'est des risques que nous évaluons à 1-2%. Euh, c'est vrai que c'est ce que nous constatons autour de nous. Il y a un très bon nombre de malades qui ont très peur de se faire opérer, pas simplement à cause du risque de l'acte chirurgical, mais c'est à cause du risque de l'ensemble de tout ce qui concerne une opération. Une opération avant même d'arriver à la chirurgie où où le chirurgien prend son bistouri pour inciser la peau. On commence d'abord par l'endormissement de malade, qui est ici, je dirais, avec toute une technique anesthésiste. Donc, les risques d'une intervention commencent depuis les risques de l'acte de l'anesthésie jusqu'au risque de la chirurgie. Bon, beaucoup de patients ont peur, mais je pense que quand il s'agit d'une intervention, d'une indication chirurgicale, quand le patient est dans une, quand le patient se trouve avec une maladie qui l'handicape complètement la vie, ils n'ont pas beaucoup de choix et ils acceptent de se faire opérer. Et curieusement, après l'intervention, ils découvrent que ils avaient tort de refuser de se faire opérer. Une arthrodèse cervicale, c'est simplement dire bloquer une articulation de la colonne cervicale. Et on est amené à bloquer une articulation de la colonne cervicale quand on l'a rendue instable. Si on la rend instable, l'acte chirurgical qu'on est amené à poser pour guérir le sujet d'une maladie qui l'handicape complètement, parfois on est amené à rendre à rendre la colonne instable et donc nous complétons cette chirurgie par une arthrodèse pour stabiliser la colonne et lui permettre une vie normale. Vivre avec une arthrodèse cervicale, c'est vivre comme le sujet qui n'a pas connu d'arthrodèse cervicale. La vie après l'arthrodèse cervicale redevient normale, à la différence que le sujet pourra plus soulever des charges très lourdes. Le sujet devrait dorénavant éviter des mouvements très brusques de la tête et du cou. Hein. En dehors de ça, tout se passe en interne. Un sujet qui est traité guéri redevient tout à fait normal. Le traitement est interne. La cicatrisation est interne. Ce n'est pas collé à sa peau et donc ça ne réduit en rien du tout la suite de sa vie. Il devrait normalement vaquer à ses occupations comme avant l'intervention. Bien évidemment que si il peut très bien reprendre son travail, il peut très bien reprendre sa vie normalement, comme avant même cet accident. Il peut reprendre sa vie comme s'il n'avait jamais été opéré. D'ailleurs, mes malades dans le suivi post-opératoire, je leur recommande beaucoup cela. Je les amène même par des actes de psychothérapie à oublier qu'ils ont été opérés et de reprendre une vie tout à fait normale. Oui, le coût d'une opération
du rachis cervical, c'est, je dirais que c'est une intervention quand même coûteuse, hein, pour le niveau de vie du moyen camerounais. Je dirais que c'est une opération quand même qui est coûteuse, parce que c'est une opération qui demande euh, beaucoup de matériel, notamment des instruments radiologiques, microscope opératoire, les implants qu'il faut mettre en place pour stabiliser la colonne. Donc, le coût est évalué en moyenne, autour de 2 millions. Le devenir d'un patient pour lequel on a posé une indication chirurgicale et qui refuse de se faire opérer ou qui financièrement n'arrive pas à se faire opérer, le devenir est quand même un peu sombre parce que nous avons vu au début que les symptômes, les signes que le patient atteint de la maladie souffrait, c'était la, 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 la baisse de la force motrice dans les 4 membres. Le patient est paralysé. C'est un patient qui ne peut plus soulever le bras. C'est un patient qui ne peut pas soulever le pied et donc c'est un patient qui ne peut plus marcher. C'est un patient qui ne peut même plus s'alimenter, porter la cuillère à la bouche. C'est un patient qui ne peut plus faire des mouvements fins du doigt. Il ne peut plus s'habiller, il ne peut pas se boutonner, il ne peut pas attacher ses lacets. C'est un patient qui n'est plus capable de rien. Même pour manger, il faut qu'on vienne lui donner à manger. C'est un patient qui ne peut pas fonctionner normalement sur le plan sphinctérien, c'est-à-dire il ne peut plus uriner normalement. Il perd l'envie et le besoin d'uriner et il se retrouve trempé dans son linge. C'est un patient qui perd les urines, c'est un patient qui perd les selles, c'est un patient pour lequel où il faut mettre une couche pour recueillir les urines, pour recueillir les selles, il faut le langer, il faut le nourrir, il devient une grosse charge. C'est un patient qui perd toute autonomie à la fonctionnalité, et dont la vie pour lui devient impossible. Et même pour son entourage, ça devient très difficile et très compliqué. Donc, un tel patient, à ce stade, je ne pense même plus qu'il refuserait de se faire opérer. Parce que il voit comment sa vie s'éteint progressivement. Et c'est vrai qu'à ce stade, il y a beaucoup qui sont OK pour la chirurgie parce qu'ils veulent retrouver leur autonomie, parce qu'ils veulent retrouver une vie normale. Mais parfois, ils sont butés par la difficulté financière. Et dans ce cas, le pronostic devient complètement sombre parce que le patient va évoluer comme ça jusqu'à s'éteindre. Et c'est bien dommage qu'il y ait encore des familles parfois qui pensent que non, il vaut mieux ne pas opérer le patient, alors qu'après une chirurgie, le patient retrouve tout à fait une vie normale.